La médaille d'or du CNRS est l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises aujourd'hui. Elle distingue cette année le physicien Jean Dalibard. Pour ses travaux pionniers en physique quantique, il nous fait l'honneur d'intervenir à distance dans cette émission. Jean Dalibard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Smartech. Alors vous avez contribué à l'émergence des technologies quantiques avec une carrière de près de 30 ans au CNRS et aujourd'hui vous êtes professeur au Collège de France. Cette médaille d'or du CNRS, elle vous sera remise le 8 décembre 2021 lors d'une cérémonie à Paris et ce sera donc une médaille de plus, si j'ose dire, après tous les prix que vous avez reçus pendant votre longue carrière. Qu'est-ce que celle-là va apporter de particulier? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? La médaille d'or, c'est vraiment une récompense unique dans la mesure où elle est décernée par un comité qui est complètement interdisciplinaire. C'est un comité qui va des mathématiques à la philosophie, en passant par la chimie, la biologie, les sciences sociales. Donc, voir sa recherche distinguée par un panel, j'ai envie de dire, aussi prestigieux, aussi diversifié, c'est vraiment un immense honneur. Et c'est une récompense qui n'est pas seulement pour moi, c'est pour toute mon équipe. Et généralement, c'est toute la communauté française qui travaille dans le domaine de la physique quantique qui est comme ça mise en avant. Et ça fait vraiment très plaisir. Alors, elle récompense précisément cette médaille, vos travaux en physique de la matière quantique ultra froide. Est-ce que vous pourriez essayer de nous résumer l'objet de ces recherches ? Ah oui, alors matière quantique ultra froide. Il y a deux matières, ça tout le monde sait ce que c'est. Il y a quantique et ultra froide, donc je peux essayer de définir les deux mots. L'ultra froid, ça commence avec un paradoxe. On utilise, nous, des faisceaux laser, donc des faisceaux lumineux, bien choisis pour refroidir et pour piéger la matière. Et donc ça, c'est assez paradoxal. La matière, ce sont les atomes d'un gaz. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces atomes, quand ils sont éclairés par la lumière des lasers, ils refroidissent. C'est-à-dire que leur vitesse, leur agitation thermique diminue. Et je dis que c'est paradoxal parce que le laser, l'idée qu'on s'en fait dans la vie de tous les jours, c'est plutôt quelque chose qui apporte de la chaleur, ce qu'on utilise pour découper des tôles dans l'industrie. Mais si on choisit bien la couleur du laser, son intensité, eh bien, on peut effectivement refroidir plutôt que chauffer. Et les températures qu'on fait sont vraiment très très basses. C'est des températures qui sont 1 milliard de fois plus basses que la température ambiante sur l'échelle on serait repère par rapport au zéro absolu. Alors, donc ça, c'est le côté ultra froid. Oui. Le côté quantique, je peux vous dire aussi un mot. Le côté quantique, c'est quelque chose qui en fait avait été compris par Louis de Broglie. Louis de Broglie, c'est un physicien qui donc a fait ses travaux il y a presque 100 ans maintenant. Et il a expliqué qu'à toute particule, on doit associer une onde de matière donc. Et la longueur d'onde de cette onde est d'autant plus grande que la particule est lente. Donc quand les atomes vont vite, la longueur d'onde est très très courte et donc finalement on ne la voit pas, l'onde de Broglie. En revanche, comme les atomes sont très très lents, ils ont une grande longueur d'onde et c'est ça qui fait qu'ils deviennent quantiques. Voilà, donc notre matière est quantique et ultra froide. Alors concrètement, l'intérêt de ces recherches, quand on parle de quantique pour le grand public, on parle d'ordinateur quantique. Quelle est là l'application voulue pour toutes les recherches que vous faites, l'intérêt ? Alors effectivement, l'ordinateur quantique est en filigrane. Le quantique, il est quand même partout dans nos vies. Avant de penser à l'ordinateur quantique, je parlais des lasers il y a un instant, les transistors qui sont dans les microprocesseurs de téléphone, ils sont quantiques. Les LED avec lesquels on s'éclaire maintenant sont quantiques. Si vous allez à l'hôpital, l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie médicale, elle est aussi quantique. Donc le quantique, il est déjà à beaucoup d'endroits, mais effectivement, ce qu'on voit apparaître, les travaux que j'ai faits, mais avec beaucoup d'autres, c'est la possibilité de manipuler maintenant des objets individuels. Ce n'était pas le cas dans les transistors ou dans les lasers dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'on sait maintenant préparer par exemple une chaîne d'atomes. Vous avez 10 atomes, les uns à côté des autres, et vous êtes capable de changer l'état de l'atome numéro 8 sans toucher à tous les voisins. Donc, c'est cette manipulation individuelle qui permet de traiter de manière quantique l'information et on espère à terme passer à l'ordinateur quantique. Mais ça, c'est encore assez lointain. Et pour comprendre comment cet ordinateur quantique fonctionne, il faut faire appel encore à un autre principe de la physique quantique, qui est ce qu'on appelle le principe de superposition, sur lequel je peux vous dire des mots si vous voulez, mais c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être en 30 ans de carrière toutes ces recherches? Vous avez donné quelques exemples d'applications. Qu'est-ce que vos recherches ont permises qui finalement concernent tout le monde aujourd'hui? Alors,
le point de départ, quand on a démarré dans les années 80, quand on s'est rendu compte finalement qu'avec de la lumière, on pouvait manipuler des atomes, c'est-à-dire les faire changer de trajectoire et puis surtout les refroidir, le point de départ, c'était la métrologie, c'est-à-dire précisément la mesure du temps. On s'est dit que plus les atomes seraient lents, plus on aurait de temps pour les étudier, et donc plus précises seront les mesures qu'on fera sur ces atomes. Et faire des mesures précises, c'est intéressant si vous pensez à tout ce qui est donc mesure du temps, puisque le temps qui nous sert dans la vie de tous les jours, celui qui est dans les satellites GPS qui servent à nous guider, par exemple, mais le temps qui sert aussi à synchroniser les communications, eh bien, c'est un temps qui est défini par des horloges atomiques. Et donc, le fait qu'on sache refroidir l'atome fait qu'on a des horloges beaucoup plus fiables, et donc ça a beaucoup amélioré tout ce qui est navigation par satellite. Qu'est-ce qu'il reste Oui, à accomplir je vous coupe pour aller peut-être plutôt du côté du futur. Qu'est-ce qui reste à accomplir à la recherche scientifique dans le domaine du quantique pour faire tomber les dernières barrières, peut-être, vers un ordinateur quantique viable en France? Oui, alors viable dans le monde entier, parce que c'est les barrières sont les mêmes pour tout le monde. Donc l'ordinateur quantique, lui, il utilise donc le principe de superposition auquel je faisais allusion il y a un instant. Un atome, représentez-le pour simplifier comme un petit aimant qui peut pointer soit vers le haut, soit vers le bas, pour être très simple. Eh bien, classiquement, on dit donc que l'aimant pointe soit vers le haut, soit vers le bas. Cet aimant, c'est comme une aiguille d'une boussole. Mais en quantique, eh bien, l'aimant, il peut pointer à la fois vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire qu'on peut séparer un atome donné tel que son petit aimant pointe à la fois en haut et en bas, simultanément. Et si maintenant, vous n'avez pas un atome, mais vous en avez plusieurs côte à côte, chacun pointant à la fois en haut et en bas, et que vous interprétez ces petits aimants donc, comme des zéros quand ils pointent en bas et des 1 quand ils pointent en haut, et vous dites, ça c'est comme un bit qu'il y a dans un ordinateur, c'est cet élément d'information, eh bien, le fait de pouvoir préparer tous les atomes à la fois dans l'état 0 et 1, ce et quantique, si vous voulez, je suis dans 0 et dans 1 à la fois, eh bien, ça veut dire que si vous mettez ça comme un registre d'entrée dans votre ordinateur, et qu'ensuite vous avez des portes logiques qui couplent ces atomes, eh bien, vous allez avoir finalement un ordinateur qui fonctionne avec toutes les entrées possibles, tous les 0 et les 1 possibles. Donc l'ordinateur, en quelque sorte, va faire tous les calculs en parallèle. C'est ça l'accélération quantique spectaculaire d'un ordinateur quantique, au moins sur le papier. Et la dernière barrière à la fin, le résultat, c'est un seul résultat, mais ça peut conduire à une accélération très, très spectaculaire. Le problème, c'est de maintenir ce et, être à la fois dans 0 et dans 1. Quand on n'a qu'un atome, ça va, mais si on en veut beaucoup à la fois, c'est très difficile. Et donc, il faut faire des choses plus froides, mieux isolées. Et c'est là-dessus qu'on travaille et que beaucoup de gens travaillent, à la fois des laboratoires universitaires et des grandes entreprises. Emmanuel Macron a annoncé un plan quantique en janvier dernier qui réunit à peu près 1,8 milliard d'euros avec un objectif, c'est d'inclure dans la recherche quantique cette passerelle vers l'industrie. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie et ce sera le mot de la fin? Oui. Il faut effectivement faire un couplage fort entre laboratoire universitaire et industrie. Je dirais ce couplage, il se fait bien maintenant en France. Il y a vraiment une vingtaine de startups, donc il y a vraiment une volonté, je vois chez nos jeunes qui font des thèses dans nos laboratoires, de valoriser directement leur recherche en créant une startup, éventuellement avec leur directeur de thèse qui est là pour encadrer, mais oui, je pense que le plan quantique est arrivé à un bon moment et il y a une vraie volonté parmi nos jeunes de le faire. Voilà, donc je suis assez optimiste de ce côté-là. Merci beaucoup, merci Jean Dalibard, physicien et lauréat, je le rappelle, de la médaille d'or 2021 du CNRS, d'être venu nous présenter vos ambitions et puis votre carrière de renommée autour de la recherche sur la physique quantique. On poursuit quant à nous, car c'est l'heure du talk sur Smart Tech.